C'est donc avec Denis Joncheret, dont vous êtes dirigeant des Néoditech. Alors Néoditech, tout d'abord, c'est quoi? Alors, Néoditech, bonjour. On est offreur de solutions ergonomiques, principalement dans tout ce qui est manipulation de charge, le port de charge, donc la limitation, et donc on a nos propres produits qu'on fabrique, qui sont des manipulateurs robotiques et que l'on distribue. Et principalement pour aujourd'hui, nous on a développé il y a un an et demi, un manipulateur picking, donc de préparation de commande. Donc un de nos bras, le but c'est on est limité à 100 kg, on ne va pas au-delà, mais c'est comme du robot, mais manuel, on s'approche au plus près du mouvement du bras, voilà, pour éviter qu'il ait à apporter en fait les charges. Donc ça évite les troubles, enfin les TMS, hein, les troubles Exactement, musculo-squelettiques, hein, d'accord. voilà, Et qui sont vos clients? des grands groupes, à partir du moment qu'il y a de la. Enfin, on est principalement issu pour l'industrie, en fait, tout ce qui est manufacturière, donc fabrication, production. Mais maintenant, avec ce nouveau produit, on va dans la logistique, mais ça va être tous les grands groupes, tous les grands clients qui vont produire, fabriquer. Bon, avec ça va être l'automobile, enfin, le Safran, les Airbus, les Renault, les PSA, enfin toutes sortes de clients, même dans le pharmaceutique, les Pfizer, etc. Et maintenant, on en vient aussi au centre logistique avec les Log, voilà, les Orange. Alors Erwan a montré de nombreux exemples avec des bras articulés, donc j'ai forcément pensé à Néoditech. Quel regard vous portez sur ces nouvelles technologies? Bah, ouais, moi, je suis issu de la robotique, donc là, la robotique, je la comprends, il la faut, il en a besoin, il n'y a pas de souci. Nous, nos produits, ils sont avant la robotique. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir un manquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout automatiser. Il y a des charges lourdes qui vont être, par exemple, des machines à laver, c'est compliqué à faire. La robotique, elle va être bien trop chère et encore, elle va se limiter plutôt avec des charges un peu moins lourdes, même si on peut mettre un robot grand, mais ça va être un peu cher. On va être sur des produits qui vont être aussi assez larges. Par exemple, dans la préparation de commandes, ils vont prendre un micro, ils vont prendre une machine à laver, ils vont prendre un écran plat qui va être très grand. Et donc, pour tout ce genre de choses, bah, du coup, la robotisation va être compliquée, va être coûteuse et il n'y aura pas forcément de solution. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut non plus. Nous, nos produits vont permettre de pouvoir aider en fait avec des personnes qui sont toujours là, donc en fait, les préparateurs de commandes, mais justement de ne pas les oublier et donc de ne pas avoir à porter des charges qui sont lourdes ou répétitives. Et donc nous, on va être en amont de ça, donc soit sur ces petites séries ou les grandes diversités de produits qui va être compliqué parce que même la vision, la robotique, moi on y est, c'est clair. Il y a des fois on nous demande d'avoir des choses qui vont être avec des colis qui vont être hyper rapides, on ne va pas être performant. Par contre, là où il va y avoir une grande diversité, où il va y avoir des produits qui vont être un peu difforme et confus où on a besoin de le prendre, bah là on va plutôt se placer là, sur Sur ce volet-là. et sur des solutions apportées sur ces problématiques. Ça apporte quoi à vos clients, cette nouvelle technologie, et aussi à vos collaborateurs? Bah en fait, nous, ce qu'on va apporter, on ne va pas aller plus vite que la personne, donc on va améliorer la production quand même, parce que on va dire que porter une machine à laver, ça fait 60 kg, la personne ne va pas faire ça toute seule, donc quand elle a besoin de le faire, elle va appeler son copain, donc il peut être à deux, donc là on va peut-être optimiser en fait la partie préparation de commande, donc c'est avec une personne qui va pouvoir le faire toute seule en indépendance, donc on va être dans l'optimisation de performance. Mais on va être aussi, on va pas aller plus vite que la personne, mais par contre, on va lui garantir d'être aussi vite qu'elle, mais pas être moins vite, mais de ne pas avoir à porter ses charges. Donc ça veut dire que ça va être du régulier, c'est-à-dire que du matin au soir, elle ne va pas avoir à porter ses charges. Donc bah, déjà, c'est la fidélisation des équipes, et aussi bah, le bien-être aussi au travail, à éviter que bah, voilà, le recrutement, on en parlait tout à l'heure, c'est assez compliqué, donc il y a la partie aussi management, mais il y a la partie aussi opérationnelle. On en a encore besoin, il y a encore beaucoup de monde, et nous, on est assez surpris même de voir des choses encore qui sont très manuelles et très physiques, avec des manipulations de 110 colliers-heure, donc c'est des choses qui sont énormes, avec du poids. Donc du coup, là, on va pouvoir justement aider ces personnes-là à que le soir, elles se ramènent, elles ne soient pas cassées du dos, qu'on n'utilise pas que des intérimaires non plus, que d'avoir pas des turnovers, et donc d'avoir des choses, enfin des manipulations, des pratiques qui permettent de pouvoir aux personnes voilà, de sécuriser leur prise, leur mouvement et puis leur santé. Vous l'avez créé en quelle année, Néoditech? C'est en 2007, ça fait 12 ans. Ah, donc déjà, vous pensiez déjà à ces nouvelles techno il y a 12 ans. C'est En fait, intéressant. il y a 12 ans, c'était marrant parce que quand on a commencé, les entreprises y pensaient. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour nos collaborateurs, c'est important. Voilà. Maintenant, on n'est plus dans cette réflexion. Maintenant, on agit, on fait les choses. Donc on voit que voilà. Mais par contre, c'est vrai que l'ergonomie, c'est très intéressant parce qu'on a la notion cobotique.
où on va être avec l'homme, donc on va avoir la partie qui va être le même process, enfin, de pouvoir analyser comment fait l'être humain. L'être humain, il va vite, il est précis, c'est une machine remarquable, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Donc de pouvoir collaborer avec elle, c'est très compliqué. Donc nous, on essaye d'être au plus près, donc d'avoir des choses qui soient quand même assez pragmatiques. On est de la mécanisation, mais on va essayer de faire la technologie, d'aller plus loin dans la technologie pour que ce soit le plus transparent pour la personne, qui a l'impression de pouvoir faire ses mouvements sans avoir une machine à côté. Et donc, l'être humain, c'est assez compliqué, mais on arrive avec des produits qui sont maintenant de plus en plus performants, où nous, on arrive aussi à des réflexions, à aller encore plus loin dans la chose. Donc, de toujours garder cet opérateur, nous, on sera toujours avec des personnes, mais que, voilà, nous, c'est sur la transparence mécanique qu'on travaille, ou pour que la personne n'ait pas l'impression d'avoir une aide, mais que ce soit comme si elle le faisait elle-même, mais sans avoir le port. Très bien, merci Denis. Edouard Rousseau, vous êtes ingénieur R&T à la direction de l'innovation chez DR. Présentez-nous en quelques mots DR. Oui, alors DR, c'est 10 000 personnes, une société de 150 ans, avionneur, c'est-à-dire qu'on fabrique 2 avions, un dans le sud, le TBM, et maintenant aux États-Unis. On est équipementier aéronautique et services. On fabrique à la fois des équipements aéronautiques, que ce soit pour Airbus, Dassault, ATR, et aussi prestataire de services, c'est des logistic providers pour Airbus Hélicoptère, 3PL pour Airbus, on est aussi prestataire pour Ariane, pour Dassault, etc. C'est quoi votre job? Mon job à moi, c'est ingénieur en recherche et technologie. Je suis responsable d'une roadmap, qui est la roadmap service 4.0 chez DR, qui porte les projets de recherche et technologie pour le service. Je suis aussi ingénieur sur les aspects logistiques et supply chain pour l'industrie. Alors, quelles sont les nouvelles technologies développées chez DR? Alors, c'est énormément digital aujourd'hui. Je vais parler principalement de la supply chain et de la logistique. Évidemment, on a aussi des programmes de recherche pour la partie industrie. Mais pour ce qui est de la logistique, c'est beaucoup de digital. On a commencé par travailler énormément sur le big data il y a maintenant 4-5 ans, avec des projets qui tournaient autour du BI, donc Business Intelligence, de mettre à disposition un maximum de données à un maximum de monde, donc avec aujourd'hui des projets qui se concrétisent comme les cockpits de supply chain, des agrégateurs de data pour des pilotes de supply chain, pour demain pouvoir aller vers l'intelligence artificielle, et des projets d'intelligence artificielle, typiquement pour pouvoir optimiser les flux de stockage sur les activités logistiques pour maximiser l'occupation du terrain, et des projets qui vont tourner autour de tout ce qui est prévisionnel, tout ce qui est forecasting, prévoir l'imprévisible ou prévoir comment réagir. Prévoir l'imprévisible, c'est intéressant. Exactement. Alors, quels impacts ça a sur justement vos nouvelles technologies liées à la supply chain, sur vos collaborateurs? Justement, vous le dites, c'est sur les collaborateurs que ça a le plus d'impact, et en particulier sur la façon de travailler. Et on parlait d'hybridation des compétences. C'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien, en particulier sur ces sujets supply chain, mais c'est aussi le cas dans l'industrie. C'est-à-dire que on a besoin de faire monter en compétences au sein des projets les personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de formation qui existe sur le 4.0, le digital. Comment faire qu'une activité devienne connectée, un grand mot. Comment faire qu'un ingénieur méthode s'intéresse à des sujets informatiques, qu'un ingénieur informatique s'intéresse à des technologies méthodes et soit pas l'un dans l'attente d'un cahier des charges de l'autre en permanence. Et ça, c'est des choses qu'on a rencontrées au quotidien, qu'on rencontre dans les projets, et qu'on traverse en donnant l'opportunité aux gens de monter en compétences et de s'intéresser au travail des autres. C'est important. Et c'est ce qui est le plus important finalement, c'est cette notion d'état de l'art. Et l'hybridation, on en parlait tout à l'heure. C'est pas forcément antinomique avec une spécialité. C'est-à-dire qu'on peut être spécialiste de son domaine, mais l'important c'est de savoir quels sont les spécialistes des domaines environnants, de savoir quels sont leurs besoins en termes de données d'entrée, qu'est-ce qu'ils vont me donner en données de sortie, de façon à pouvoir moi maximiser mes chances de faire que mon projet va être une réussite. Alors qu'est-ce que vous vendez au final à vos clients? Ce qu'on vend à nos clients, c'est avant tout du service. On parle de robotisation, digitale, etc. Nous, on n'est pas un fabricant de robots, on n'est pas un fabricant de logiciels. Donc, ce qu'on cherche avant tout, c'est à faire en sorte de mettre à disposition de nos clients les technologies les plus performantes pour effectuer les opérations qu'on effectue pour eux, que ce soit de la logistique d'entrepôt, que ce soit du supply chain management, que ce soit de l'approvisionnement bord de ligne, voire du montage en ligne. Donc aujourd'hui,
c'est des technologies de digitalisation des fiches d'instruction chez nos clients, ça va être des technologies de traçabilité, du GPS, ça va être ce type de technologie. Merci Denis. Yannick Martin, alors vous êtes responsable méthode et maintenance chez l'IRECO dans un entrepôt à Villaines-la-Juhel en Mayenne. Alors vous n'avez pas du tout de service. Hein. Vous faites notamment, vous avez des nouvelles techno, on va en parler. Juste avant l'IRECO, le groupe, le site, il y a combien de personnes? Alors l'IRECO, le groupe, c'est 10 000 personnes dans le monde, principalement concentrées en Europe et en Asie. En France, on est un peu plus de 2000, dont 300 sur le site de Villaines-la-Juhel. Notre activité, c'est la commercialisation et la distribution de produits, de solutions pour les entreprises, donc des équipements de protection individuelle, de la restauration, de l'hygiène et des fournitures de bureau. Alors, quel projet avez-vous en cours en termes de nouvelles techno? Et je sais que vous travaillez avec Erwan, justement. Oui, tout à fait. Ça, on a des projets sur à peu près tous nos entrepôts pour les moderniser complètement. Et sur celui de Villaines-la-Juhel, d'investir pour le renouveler en termes d'infrastructures, de bâtiments et d'équipements de process, complètement. Alors, c'était quoi les process avant? Et maintenant, vous tendez vers quoi? On est sur de la technologie de type convoyeur, avec des gares de préparation, à l'ancienne façon logistique d'époque, il y a 30 ans, voire plus, où, comme le présentait Erwan, le collaborateur se déplace énormément pour aller chercher la marchandise. Donc se déplacer, c'est bien, se déplacer et porter de la charge en même temps, c'est pas forcément toujours bien pour le bien-être du collaborateur. Et donc on travaille beaucoup pour amener le colis au plus près de la personne pour qu'il ait le moins de porte de charge possible et lui rendre vraiment de la valeur ajoutée sur son acte logistique. C'est un projet à combien de millions d'euros? Je peux vous poser la question? Plusieurs dizaines, pardon. Et c'est intéressant parce qu'en préparant cette table ronde, vous me disiez que vous avez un fort esprit familial, donc vous ne bougez pas. C'est que vous travaillez sur le même site. Tout à fait. Hein, c'est ça. Donc on est parfaitement mal situé pour une plateforme logistique, mais on va rester là où on est. Justement pour avoir des emplois non délocalisables. Exactement, ouais. Pour continuer à travailler avec les collaborateurs que l'on emploie actuellement. Et donc vous travaillez sur cette phase de robotisation, ça va durer combien de temps? Entre 3 et 5 ans, entre les premiers équipements et la fin complète du projet. Qui va se terminer d'ici 5 ans. D'ici 5 ans, d'accord. Et donc on parle de boost to person, hein. On est dans cet esprit-là. Très fortement. En fait, on parle d'à peu près toutes les technologies qu'a pu présenter Erwan en vidéo avant, qui correspondent très précisément à ce que nous, on présente aux collaborateurs, dans ce qui pourrait être leur environnement de travail de demain. Quels avantages en termes de productivité, qualité de vie au travail? On parle forcément beaucoup de réduction des TMS et réduction de notre accidentologie, qui est assez élevée comme dans beaucoup de métiers de la logistique. On parle d'accompagner mieux nos collaborateurs vers la retraite. On a des collaborateurs qui sont là depuis pas mal d'années et on veut les conserver et les accompagner jusqu'à leur retraite. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi sur les ambiances thermiques et sonores de nos bâtiments pour avoir des bâtiments le plus agréables à vivre au quotidien. On passe énormément de temps au travail, donc que ce soit le plus agréable possible. Et forcément, une fois tout ça fait correctement, derrière s'en ressent une meilleure qualité pour le service au client. Ça c'est important, et les avantages. Une productivité qui s'améliore. Mais ça vient naturellement derrière et c'est pas l'axe premier. En gros, vous limitez le risque d'envoi, c'est ça? D'erreur d'envoi, oui, c'est ça? Tout à fait. L'erreur de préparation de commande et l'erreur d'adressage sur le transport. Merci beaucoup. Alors Yacine, je souhaitais que vous terminiez donc, cette table ronde. Vous êtes donc à IBM, vous avez votre propre supply chain depuis déjà plus de 100 ans, hein, c'est ça? Vous avez vu passer toutes les transformations, les nouvelles technos qui se sont imposées ou pas d'ailleurs à la logistique. Vous êtes aussi un fournisseur de nouvelles technologies. Comment vous les testez tout d'abord ces technos? Justement, on les teste dans notre propre supply chain, dans les usines, dans des cas assez réels. Et au final, on a un client interne qui est quand même le pire des clients parce qu'il connaît les travers, il connaît tous les dessous des machines et donc il est hyper vigilant à tout ce qui se passe. Et donc c'est assez souvent testé, déployé dans des pilotes, etc., dans des usines, dans des entrepôts, etc., de préparation. Et ça c'est important parce que assez souvent, il y a eu une transformation, il y avait la fabrication des technologies de base
qui vont être dans des logiciels, etc. Mais il y avait une certaine déconnexion qui s'était opérée à un moment donné, il y a quelques dizaines d'années, par rapport au marché. Parce que oui, les métiers ont évolué, etc. Et puis depuis maintenant plus de 6 ans, il y a tous les logiciels qui sont faits avec au moins un ou deux clients. Et puis lorsque ça touche de la supply chain ou du manuf, que ce soit sur les aspects de qualité, de contrôle de scrapping, de gestion de flux amont-aval, etc., c'est devenu notre laboratoire interne opérationnel. Et chose importante, il y a une population de jeunes qui sont arrivés dans la supply chain et à qui on a donné des cartes blanches pour dire, dès que vous avez une initiative que vous trouvez intéressante sur une technologie, une application, un cas d'usage, tout de suite, vous avez, il y a des sortes de projets avec des budgets qui sont alloués, qui sont sur des initiatives comme ça, donc ça permet tout de suite de les ramener au concret. Je donne un exemple simple. Sur la supply chain, il y avait l'analytics, la tour de contrôle, etc., la détection du signaux faibles pour pouvoir sortir les alertes, mais une fois qu'il y avait ça, la réaction et donc la notion de mitigation du risque, donc ça se faisait à l'ancienne. Donc c'est des calls et on se réunit, puis on fait des WebEx, etc. Et puis des jeunes sur des situations de crise classiques qui peuvent arriver sur des incidents, ils avaient commencé à créer il y a quelques années des sortes de WhatsApp entre eux, en impliquant quelques profils experts, etc. Puis ils échangeaient sur la problématique. Et puis ils se disaient, voilà, tu fais comment, toi tu fais ça, moi je fais ça. L'utilisation des réseaux sociaux, quoi. Oui, mais sauf que utiliser un WhatsApp pour des problématiques de prod sur des technologies, c'est un peu... Et donc c'est à partir de là où on a décidé de leur faire un outil de ce qu'on appelle Resolution Room, et qui est un outil avec des technologies qui leur permettent de choisir les bons experts, de pouvoir faire un apprentissage sur ce qui s'est dit dans cette Resolution Room et de construire une capitalisation des connaissances à partager après pour la suite. Mais c'est des exemples concrets qui viennent des usages comme ça. Et assez souvent, il y en a partout dans les entreprises. Et quand on ne les écoute pas, forcément, ça crée des frustrations parce que le premier, le deuxième, le troisième signal, ils ne sont pas écoutés, il n'y a pas de structure, ça crée des frustrations. Alors, j'aurais une question justement sur l'usage, et ce sera ma dernière question, mais avant ça, j'aimerais savoir que vous, chez IBM, quand on parle de nouvelles technologies, quelles sont les dimensions que vous prenez en compte? La vidéo que j'ai montrée au début, il faut que la technologie, elle ait un sens. Parce que des nouvelles technologies, on en fait quand même quelques-uns, c'est vrai quelque chose qui n'est pas connu. Tapez sur Google IBM et brevet, c'est le premier déposeur de brevets depuis plus de 20 ans. Cette année encore, l'année dernière, 8000 et quelques. Derrière, c'est Samsung avec 5000 et quelques. Donc des brevets dans tous les domaines. Il y en a 3 sur les pneus. Oui, il y a des chercheurs qu'on n'a pas pu suivre qui ont fait des brevets sur les pneus, mais dans tous les domaines, dans la santé, chimie, etc. Et donc ça, des technologies innovantes, des choses prospectives, il y en a. Maintenant, une fois ça c'est fait, ça c'est l'environnement de recherche et de foisonnement, il faut pouvoir passer à l'acte et à l'application. Et donc à chaque fois, cette notion d'application, il faut que ça ait un sens. C'est le pourquoi. Et le pourquoi, c'est il faut que ça ait une application concrète. Et pour servir à quoi? Quand on parle de blockchain, c'est dans des cas particuliers, dans la finance, dans la traçabilité, etc. Lorsqu'on parle de l'IA, faire de l'IA pour l'IA, c'est pas en soi. Et donc à chaque fois, il y a maintenant une sorte de le pourquoi. Le pourquoi il est posé 3 fois, pas qu'une fois, pour justement avoir le vrai pourquoi. Et c'est à chaque fois, ces technologies faisaient un sens pour améliorer un aspect dans la médecine, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la logistique, etc. Alors, on a vu beaucoup d'exemples avec Erwan, et ça, je vous pose la question à tous. Comment sont perçues ces nouvelles technos auprès des collaborateurs au départ? Est-ce qu'il y a des craintes? Erwan, bien sûr. Effectivement, ça peut être perçu, tout dépend de la manière dont ça venait. Je pense qu'effectivement, ça se fait avec beaucoup de communication. La robotique, c'est un nouveau collègue qu'il faut intégrer de la manière la plus pertinente possible. Et je pense qu'on est complémentaires. C'est-à-dire que le but du robot, il a moins de sensibilité que nous sans doute, mais il va être apte à gérer des tâches répétitives, il va être apte à faire des tâches complexes ou très fastidieuses. Et c'est en ça où il peut être vraiment complémentaire et s'imposer par lui-même. J'ai quelques cas en tête où au début on le voyait un peu comme le collègue qui va nous piquer notre boulot, mais finalement à la fin on s'en sert comme une force et on essaie de le charger le plus possible parce que finalement il fait des trucs chiants qu'on n'aimait pas faire avant. Et
c'est là où les projets fonctionnent et c'est là où je pense qu'on aura une bonne pénétration de la robotique. Faire de la robotique juste pour le fun et juste pour apporter des objets qui bougent tout seuls, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut qu'effectivement, comme le disait Yacine, ça ait une fin en soi et qu'il y ait une réelle utilité à exécuter ces opérations à non-valeur ajoutée ou à forte pénibilité. Alors, j'ai encore une dernière question, et après je laisserai la parole au public. Vous avez parlé d'usage. Est-ce que ce sont les technologies qui guident les usages d'un client ou collaborateur ou l'inverse? Tu veux reprendre Bien sûr, hein, j'attends aussi. Allez-y Yacine, après je passerai la parole à Edouard. C'est clairement, pour moi, hein, c'est ce qui fait la différence entre les pays qu'on voit je me ralliement un peu européen, donc je vois le fonctionnement qui se passe en Europe du Nord, Europe du Sud, un peu les US, etc. Et c'est vrai que cette notion de technologie qui drive les usages ou les usages qui drive la technologie, c'est clé. Et assez souvent, dans les pays Europe du Sud, on prend la technologie puis on commence à dire quel usage je peux en faire. C'était le cas sur l'IA, c'était le cas sur la blockchain, sur la robotique. Tiens, il faut que ça soit dans la checklist, hop, dans mon CV, parce qu'il y a une question aussi d'agenda personnel, il faut que j'ai pu automatiser, mettre en place des choses comme ça. Et donc je prends la technologie, puis je prends des gens pour dire cherchez-moi les use cases pour ça. Et alors que dans d'autres cas, c'est les usages qui justement sont qualifiés, regroupés, épurés, etc. pour dire au final, pour répondre à ce business case, quelle technologie, avec un S, vont pouvoir être mises en cohérence pour pouvoir répondre à ce business case. Et c'est ça justement qui fait la valeur. Et les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sortent de l'école, etc., sont maintenant assez au fait de toutes ces technologies-là par l'accès à l'information et deviennent tout de suite assez pertinents et disent oui, moi j'ai besoin de faciliter ma vie de travail. Et donc, si je n'ai pas les outils, si je n'ai pas les technologies pour mes usages, que j'ai aussi personnellement, parce que j'ai l'accès facile avec le smartphone, que j'appelle, je fais de la vidéo collaboration, etc., il faut que le travail aussi, ça soit la même chose. Si je ne l'ai pas, je vais ailleurs. Edouard, c'est une question, n'hésitez pas. Denis. Moi, je suis en accord. Et Yannick. L'approche est complètement duale. Alors, chez DR, du coup, c'est quelque chose qu'on a complètement intégré, c'est-à-dire qu'il y a ce côté top-down et bottom-up. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qui est issue parce qu'on a fait un salon et qui descend et puis qu'il faut trouver un cas d'usage. Et puis il y a l'idée qui remonte du terrain derrière et puis il faut mettre en œuvre un développement de toute façon à faire en sorte que ça devienne une réalisation. Chez DR, depuis maintenant 5 ans, on a un AR Lab qui met en œuvre des proof of concept. Alors il est exactement guidé par ça. C'est-à-dire qu'à la fois il y a des idées puis on anime une communauté d'ingénieurs, de gens qui sont flagués comme étant les réceptacles entre guillemets d'innovation, que ce soit montante du terrain ou descendante de la direction des services transverses, de façon à pouvoir mettre en œuvre des proof of concept. Et ça marche pas mal pour la partie proof of concept. Là où on est en train de se transformer aujourd'hui, parce que derrière c'est ce qui lie cette question-là, c'est comment on fait pour passer à l'échelle. Est-ce que c'est les usages qui drivent la techno qui drive l'usage? C'est avant tout le business model qui drive le fait qu'on déploie ou non une technologie. Que ce soit économiquement pertinent. On passe à vos questions, n'hésitez pas à vous lever la main. Est-ce que vous avez des questions? Sinon on aura l'occasion d'échanger pendant la pause et pendant le cocktail. On va remercier nos intervenants, on va les applaudir très fort. On va remercier Erwan Denis, Denis Blanchet, Edouard Rousseau, Yannick Martin et Yacine Essali. Merci beaucoup.